Bonjour à tous. Alors, vous vous installez, vous êtes pour l'instant 150, on attend presque 400 personnes, plus de 400 personnes étaient inscrites. Bonjour à nos invités, bonjour Cédric, bonjour Antoine, bonjour Sylvestre, Virginie, bonjour, on s'est déjà salué. Alors, on a l'équipe technique toujours présente pour cette rentrée, ça c'est bien. Donc, c'est notre premier webinaire de rentrée sur un thème important à tous. Ça avait été abordé au Congrès des maires. Sylvestre est là pour en témoigner. Donc, effectivement, la restauration collective est face à ces hausses de prix des matières premières, à ces hausses de coûts d'énergie. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Je sais que la restauration collective n'est pas forcément amène d'en parler puisqu'elle dit que ça coûte pas très cher l'énergie. Bon, voilà. Des ruptures de produits, ça, c'est quelque chose aussi depuis cette rentrée où on voit quand même beaucoup d'inquiétudes. Et donc, quels peuvent être les leviers pour que la restauration collective puisse maîtriser ses coûts, ses hausses de coûts, voire préserver ses services et pourquoi pas mieux répondre aux objectifs de la loi Egalim. J'ai bien dit mieux répondre aux objectifs de la loi Egalim. Alors, comment s'en sortir et gérer au mieux ces difficultés? Quel impact sur les prix payés par les usagers et la politique tarifaire et des autorités organisatrices? La Cour des comptes rappelait en 2020 que moins de 50% des communes avaient une tarification sociale pour leur restauration scolaire. Les communes rurales, par exemple, ont nettement plus de difficultés à mettre en œuvre cette tarification pour des raisons d'équilibre budgétaire. Comment faire? On ouvre le débat tout de suite avec François, président de l'association, François Mauvet, président de l'association Cantine Responsable. François, c'est à toi. Merci Laurent. Merci à Laurence de passer les diapos. Quand on parle d'augmentation de tarifs et d'inflation, on fait vite référence à ce qui encadre les prix dans les actes d'achat. Et en restauration collective, on va aller naturellement vers les contrats publics et les contrats privés qui sont liés. Et regardez les clauses qui précisent les éléments, ces éléments de révision entre les opérateurs, qu'ils soient publics et privés, et leurs fournisseurs. Et quand les marchés publics, généralement, sont bien rédigés, ils servent souvent de référence aussi pour les contrats privés. Et donc, je vous propose de faire un petit rappel sur la nature des marchés publics en restauration. L'acheteur public doit acheter, quand il achète, il achète soit des fournitures, et les fournitures, c'est des denrées alimentaires, quand ils sont en fait maison, si j'ose dire, et qu'ils font eux-mêmes la cuisine, ou alors il achète des repas. Et bien évidemment, la révision de prix sera différente qu'il s'agisse de denrées ou de repas, on le verra plus tard. Il achète des fournitures et des services, par exemple, il achète des denrées et une assistance technique, par exemple, en simultané. Il achète des services, exemple, une délégation de services publics. Et donc, vous voyez qu'il peut acheter des exemples différents et des achats différents selon les cas. Diapo suivante, Laurence, merci. Sous quelle forme et sous quelle durée les marchés sont passés? Eh bien, on a deux formes, des formes distinctes qui sont soit des marchés annuels classiques, ou quand la collectivité, l'acheteur public veut faire des marchés chaque année, ce qui est un petit peu lourd. Il a souvent des accords cadres qui sont par définition un tout petit peu plus longs. Et puis, il y a des délégations, des concessions de services publics qui sont encore plus longues. Et donc, les durées peuvent être d'1 an, par exemple, ou d'1 an renouvelable 3 fois. C'est un peu le standard sur des denrées alimentaires. Et puis, les contrats de délégation, de concession, peuvent s'échelonner sur 4, 5, 6 ans, 7 ans des fois. Diapo suivante, Laurence. Merci. Et donc, l'actualisation et les révisions, c'est les articles du CCAP et ou du CCTP, ou alors les deux, à condition que les deux documents disent la même chose. Je vois souvent des marchés où les éléments ne sont pas les mêmes d'un cahier des charges à l'autre, sont très utilisés depuis 8 mois, que ce soit les clauses d'actualisation ou les clauses de révision. Et donc, quelques recommandations utiles en application de la loi Egalim dans la première partie de ces articles, et c'est les articles qui traitent des rapports économiques entre producteurs agricoles et grossistes opérateurs économiques.
comme les fournisseurs de la restauration collective. Les clauses d'actualisation, je les ai mises pour mémoire. Là, ce qui nous intéresse, c'est les clauses de révision. Et de façon régulière, ces clauses s'appliquent selon le rythme prévisible des fluctuations des prix de l'activité économique concernée. Vous voyez bien qu'ici, ça prend tout son sens. Ces éléments-là prennent tout leur sens vu le contexte dans lequel nous sommes. Le choix des indices prévus dans le GCAP, la formule de révision adaptée à chaque famille ou à chaque ligne de produit, on pourra en parler si ça vous intéresse. Évidemment, cette formule de révision doit être individualisée, la fréquence doit être précisée. Est-ce qu'elle est hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, annuelle? Et vous voyez encore une fois que dans le contexte dans lequel nous sommes, ces clauses-là sont importantes. Évidemment, la référence et ce qu'on appelle le délai et le préavis de mise en œuvre qui doit être précisé. Diapo suivante. Alors, je ne vois pas la diapo. C'est une diapo qui n'existe pas là. Diapo suivante. Merci. L'indexation différenciée selon les produits, on en parlait. Donc là, je vous ai mis des exemples par famille de produits, fruits et légumes, selon les gammes, avec les fréquences d'indexation, hebdomadaires, semestrielles. Et quand je parle du RNM, c'est le réseau des nouvelles des marchés. Ce réseau est piloté au niveau national par France Agrimaire, qui est l'établissement public rattaché au ministère de l'Agriculture, et la collecte des informations réalisée en région par des équipes d'enquêteurs du ministère et affichée par les DRAF, dont vous référencez. Vous pouvez vous y référencer sans problème. Vous voyez aussi l'index du pain frais, qui est alors là, pour le coup, édité de façon semestrielle par l'INSEE. Diapo suivante. Et alors, évidemment, vous constatez que la formule de révision que je vous présente ici est très simplifiée, puisqu'elle propose une révision sans part fixe, qui a tendance à neutraliser un pourcentage parfois non négligeable du prix initial, et dont cette disposition, qui serait un peu contraire à l'esprit de la loi Egalim, là vous voyez une formule tout à fait linéaire, avec le prix révisé, PR, le prix hors taxe P0, prix initial du marché, l'IM qui est l'indice moyen ou la moyenne des prix moyens sur la période de révision considérée, et I0, l'indice initial du marché. Diapo suivante. Voilà, des exemples de variations de cours que j'ai relevés pas plus tard que la semaine dernière sur les marchés d'intérêt nationaux. Vous voyez, et j'ai pris comme exemple la botte de carottes, qui est un produit totalement de saison, et qui a évidemment des prix, donc finalement des prix de référence, qui sont distincts d'un lieu à l'autre de la France, et des prix de carottes, soit d'origine espagnole, soit d'origine France, avec des qualités différentes, puisque vous avez aussi le prix de la botte bio. Diapo suivante. Alors, un conseil pour éviter, excusez-moi, un conseil pour bien écrire les clauses de révision, c'est en prévoyant des prix révisables et une formule de révision basée sur un indice pertinent. Cela va sans dire, mais ça va mieux quand même quand l'indice est conforme à la ligne de production, une fréquence de révision adaptée à chaque famille ou à chaque produit, et puis évidemment d'éviter de prévoir des prix fermes pour des durées dont les marchés sont supérieurs à 1 an. On le voit encore dans certains marchés. Des indices trop généraux qui amalgament beaucoup d'indices et donc finalement qui ont un temps de réponse très très compliqué à gérer et pour les acheteurs et pour les fournisseurs, et de prévoir des clauses de sauvegarde inadaptées à l'achat de denrées alimentaires. Voilà ce que je voulais présenter. Ce diaporama sera bien évidemment disponible en téléchargement après ce webinaire. Merci de votre attention. Merci François pour cette entrée en matière. Je vais maintenant présenter nos invités. Avec nous, nous avons Cédric Prévost, sous-directeur de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques, donc de la DGL, Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Virginie Landau, vous êtes première maire adjointe déléguée à l'éducation à la mairie de Meudon, référente AMF, donc de l'Association des maires de France. Antoine Massenet, vous êtes président et cofondateur de Quadrature Restauration. Sylvestre Nivet, vous êtes directeur adjoint agriculture et alimentation à la ville de Poitiers.
tout de suite, j'aimerais passer la parole à Cédric Prévost et en fait, j'aimerais savoir quelle lecture juridique est en fait, oui, sur ces applications possibles des circulaires, en particulier la dernière circulaire du 29 novembre 2022 qui encadre l'exécution des contrats dans un contexte de hausse des prix. Alors, merci Laurent, et merci de l'opportunité qui m'est donnée de donner des éclairages sur ce sujet qui est un sujet évidemment majeur, sujet qui en fait n'a fait que monter en puissance depuis la fin de l'année dernière, il y a déjà un an. Il y avait déjà des premiers signaux qui indiquaient que nous étions dans des contextes de prix complexes, avec notamment les effets sur les approvisionnements de la reprise économique post-Covid. Et puis ensuite, on a eu la crise liée notamment au conflit en Ukraine. Et je rajoute également, dans les éléments conjoncturels, les difficultés notamment d'approvisionnement sur la filière volaille liées à la gestion d'une épizootie hors norme, s'agissant de l'influenza aviaire, et un contexte climatique qui a pesé cet été et qui continue de peser sur certains marchés de denrées alimentaires. Si on ajoute à ça les coûts de l'énergie que vous avez cités et également les coûts des emballages, on a un tableau effectivement économique sur les achats pour la restauration collective qui est évidemment très complexe, avec une filière qui n'a pas les mêmes marges de manœuvre que d'autres acteurs de la chaîne alimentaire pour répercuter les hausses. Alors, on a eu, par rapport à ce sujet, une prise de position, notamment politique, dès le 1er avril dernier, avec notamment le ministre Julien Denormandie et Joël Giraud, qui sont positionnés lors du Conseil national de la restauration collective pour souligner une première circulaire qui avait été mise en place, circulaire du 23 mars, et qui avançait déjà une première étape, c'est celle du fait qu'on pouvait recourir à la théorie de l'imprévision pour verser une compensation à un fournisseur lorsqu'il se trouve dans une situation d'exécution de marché et de contrat et de marché public qui s'avère impossible compte tenu de l'évolution des prix, évolution imprévisible. Ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, il y a eu la mise en place d'un groupe de travail économique avec l'ensemble des acteurs de la filière et les ministères les plus impliqués, notamment Bercy, avec un copilotage par la direction des achats de l'État, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, très vite, il a fallu saisir le Conseil d'État pour avoir une lecture beaucoup plus fine du recours à la théorie de l'imprévision et de la compréhension des souplesses que permet le Code des marchés publics par rapport à cette situation conjoncturelle que j'ai décrite. Et donc, cet avis a été rendu le 15 septembre dernier, avis qui a fait l'objet d'une fiche de la direction des affaires juridiques de Bercy, qui est sur le site du ministère de l'économie, et je vous invite à la lire, elle est également très claire. Et il y a également la circulaire signée par Elisabeth Borne, circulaire publiée le 29 septembre. Donc vous voyez, on a comme ça une première circulaire le 23 mars dernier qui ouvre le champ de la réflexion sur la théorie de l'imprévision, un avis du Conseil d'État le 15 septembre, une fiche de la DAJ, la Direction des affaires juridiques de Bercy, et enfin cette circulaire. Alors, en gros, je ne vais pas rentrer dans un débat juridique, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil d'État et la Direction des affaires juridiques de Bercy disent, au fond, il y a le principe d'intangibilité des prix, mais ce principe, aujourd'hui, il peut être appliqué de manière souple par rapport à l'inflation et l'augmentation des prix. Et donc, de ce point de vue-là, on nous dit que à partir du moment où il y a des conséquences qui sont imprévisibles et dont les conséquences n'excèdent pas ce qui est raisonnablement prévu par les parties, il est donc possible de faire une modification du contrat. Et cette modification du contrat, de la commande publique, on parle de marché public, cette modification peut être faite de manière assez souple, en modifiant des critères dans le contrat. Et donc, on peut aller vers des avenants qui nous permettent de modifier le marché qui a été passé sans tout remettre en cause. C'est ça surtout le signal. Le signal, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une évolution des prix que les conditions d'exécution du marché sont bouleversées par le contexte économique
qu'il faut nécessairement renoncer et arriver à une résiliation du marché et de devoir repasser un nouvel appel d'offres. Que ce soit pour l'adjudicateur, l'acheteur public ou pour le fournisseur, c'est donc une solution qui induit de la souplesse et qui permet de négocier et de discuter de la revalorisation du prix dans ce contexte. Alors, cette revalorisation, elle doit se faire avec 2 bornes que nous indique le Conseil d'État. La première, c'est que la modification doit être limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à ces circonstances imprévisibles. Et d'autre part, qu'en aucun cas, ça ne peut excéder 50% de la valeur initiale du contrat passé par l'adjudicateur. Donc ça, c'est des éléments très importants. Le deuxième élément fort que l'on retrouve dans la circulaire, c'est que si on a un bouleversement tel que c'est l'économie complète du marché initial qui est remise en cause, on peut aller jusqu'à l'application de la théorie de l'imprévision. Et donc, la théorie de l'imprévision, elle amène à ce qu'il y ait le versement d'une indemnisation, d'une compensation par rapport à la perte que subit le fournisseur, et donc compensation qui est versée par l'acheteur public. Et donc, ça, c'est un signal important. La circulaire va même plus loin. Elle dit même que par rapport à l'évolution du contexte d'exécution d'un contrat, on peut avoir successivement, de manière combinée, à la fois une révision du marché et une révision du prix, et en même temps, si c'est nécessaire et si c'est dûment justifié, une application de la théorie de l'imprévision. Ce sont des éléments qui sont lourds à mettre en œuvre, ils ne sont pas simples, mais aujourd'hui, on a des éléments qui sont donnés par le Conseil d'État qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de ces dispositions du Code de la commande publique. Et en gros, le mot d'ordre général, c'est celui de la souplesse et c'est celui de tenir compte de l'évolution du prix. Alors, néanmoins, on reste dans une logique d'intangibilité du prix qui reste un principe. Là, ce sont des dérogations qui sont apportées. Pour les adjudicateurs, il y a le principe qui est bien rappelé dans la circulaire et dans la note de Bercy, qui est celle de la bonne utilisation des données publiques et de ne rien donner comme avantage financier qui soit indu. Et donc, ça signifie que l'acheteur public doit justifier tout cela. Alors, un autre élément, c'est les contrats futurs. Là, on parle de l'exécution des contrats en cours parce que on a eu ce bouleversement que j'ai brossé rapidement avec une conjoncture défavorable qui a débuté du second semestre 2021 jusqu'à maintenant. Maintenant, on est sur un palier assez haut de prix. Donc, pour les contrats en cours, il y a des adaptations qui sont suggérées par la circulaire. Pour les contrats à venir, c'est la révision. Il faut systématiquement prévoir des clauses de révision. Et ça fait écho à ce qu'indiquait François juste avant. Alors, un autre élément, c'est que parfois, l'économie du contrat est telle que pour le titulaire du marché, le fournisseur, il n'est plus possible de maintenir pour autant l'exécution du contrat. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il y a la possibilité évidemment de résilier le marché. Et ce que dit la circulaire du 29, c'est de tenir compte du contexte actuel et de ne pas systématiquement appliquer des pénalités. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un mot d'ordre de gel sur l'application des pénalités contractuelles dans l'exécution des contrats de la commande publique. Donc là encore, vous voyez, un signal un peu dérogatoire où on tient compte de la situation exceptionnelle d'inflation des prix. Alors, j'ai déjà été suffisamment long et je voudrais terminer par 2 petites choses. La première, c'est qu'on a, je l'ai dit, un groupe de travail économique qui a été mis en place dans le cadre du Conseil national de la restauration collective et il vise à accompagner la mise en œuvre de cette circulaire avec la mise en place d'un référentiel de prix en restauration collective que France Agrimaire a établi au cours de l'été. Donc, nos travaux nous ont permis de faire un catalogue de références de plus de 500 lignes et qui sont aujourd'hui publiés sur Ma Cantine. Donc, vous le savez, il y a une plateforme donc, qui est une référence pour l'ensemble de la restauration collective, c'est Ma Cantine, et on vous invite à y aller. Et il y a également donc cette référence de prix qui est à disposition. On est en train
pour aller beaucoup plus dans l'opérationnel et dans le côté pratique, de rédiger un guide pratique pour les acheteurs pour mettre en œuvre tout ça. Donc, c'est véritablement une logique d'arbre de décision pour pouvoir mettre en œuvre la circulaire qui, je le sais bien, n'est pas si simple et fait référence à des concepts et à une connaissance du Code de la commande publique qui est très experte. Et ce qu'on veut, c'est simplifier, fluidifier et mettre à la portée de tout le monde ces dispositions. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voulais conclure, c'est que on le voit bien, la réponse est une réponse juridique qui permet d'adapter l'exécution des marchés par rapport au contexte. Il y a des ressources qu'on peut mobiliser aussi pour faire face à cette augmentation. Tout à l'heure, ça a été dit, je crois que c'est Laurent qui en a parlé, la tarification sociale à 1 euro. C'est un amortisseur. Ce n'est pas l'amortisseur qui répond à toutes les solutions, mais ça peut être un amortisseur qui peut répondre à des problématiques pour certaines collectivités. Et la cantine, avec un reste à charge à 1 euro, je préfère parler de reste à charge plutôt que de tarification à 1 euro, eh bien, cette disposition, elle peut être aidée par l'État avec l'ASP, l'Agence des services de paiement, qui aide certaines collectivités. C'est les collectivités qui sont éligibles à ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale péréquation, qui ont droit à une aide pour la mise en place de cette tarification. Et c'est un dispositif qui aujourd'hui a du succès, précisément dans le contexte d'inflation. Je fais de la publicité là parce que vous pouvez y aller, vous pouvez solliciter ce guichet. Il y a le programme Free à l'école, il a été souvent décrié, mais je rappelle qu'il a été simplifié récemment et là encore, il offre des possibilités pour le repas le midi, également des distributions qui sont subventionnées par France Agrimaire. Et puis, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2022, pour des communes spécifiques qui ont un profil d'épargne dégradé, une compensation supplémentaire de la part de l'État sur les dotations de fonctionnement a été prévue. C'est l'article 14 ter de cette loi de finances rectificative. Il y a un décret qui est en cours, qui est en cours de discussion. Il n'est pas ouvert à toutes les communes, mais il permet de prendre en compte dans certaines mesures le surcoût d'inflation, notamment sur les denrées alimentaires. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Cédric. C'était très intéressant et très clair, alors que le sujet est un peu complexe. Mais bon, on a réussi, je pense, à survoler tout ça. Pour tous les participants, je vous invite à poser vos questions dans la fenêtre Q&R. Ça nous permettra de les garder et bien sûr, nous allons les traiter à la fin de différents témoignages. Je vais passer tout de suite la parole à des personnes de terrain. On va commencer par Antoine Massenet. Vous êtes donc, je le rappelle, président et cofondateur de cette entreprise Quadrature Restauration. J'aimerais bien savoir, vous, aujourd'hui, vous en êtes où, hein? Quelle est la réalité du terrain, les négociations, les contrats? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, voilà, cette actualité pour vous? Antoine? J'ai l'impression qu'il a un problème. Alors, si Antoine n'est pas là, on va passer tout de suite la parole. Je sais qu'Antoine est débordé actuellement. Je vais tout de suite passer la parole à Sylvestre Nivet. Vous êtes en charge à la ville de Poitiers et je vous poserai cette même question. Vous, en tant que collectivité, comment faites-vous pour réduire ces risques d'inflation et voir comment faites-vous face aux ruptures d'approvisionnement? Enfin, quelles sont les réponses à cette situation un peu délicate aujourd'hui? Alors nous, en fait, quand on est en charge d'un service de restauration, d'abord, on reçoit les demandes, on reçoit même des fournisseurs qui arrivent avec des problématiques de hausse tarifaire impressionnantes, et non seulement impressionnantes, mais tous les postes de denrées alimentaires sont touchés. Donc, comme ça couvre à peu près toutes les familles de produits, comment dirais-je, ça nous interroge rapidement sur cette problématique que Cédric Prévost a abordée sur est-ce que ça pose des questions sur les marchés publics. Donc on ne peut que se louer en fait de la réaction des pouvoirs publics d'être intervenus assez rapidement pour border ces aspects juridiques dans l'exécution de nos marchés de denrées alimentaires. Évidemment, passer passer cet obstacle en fait de la tenue et de la
réside l'aspect légal en fait de ces hausses de tarifs, on se pose aussi quand même quelques questions en tant que technicien, acteur de terrain sur la véracité de ces hausses. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte quand même qu'à l'intérieur de certaines familles de produits, il y avait des questionnements. On se pose la question, on comprend que l'huile de tournesol et éventuellement l'huile de colza augmente, mais on a un peu du mal à comprendre pourquoi l'huile d'olive augmente de 60%. Parce que l'huile d'olive, au demeurant, on ne voit pas très bien pourquoi elle serait touchée par ces problèmes comment dirais-je, ces problèmes de guerre ou ces problèmes de pénurie. Voilà. Donc là-dessus, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quand même pour nous non seulement un problème effectivement de marché, un problème d'indexation, ça c'est clairement et net que ça a été soulevé et c'est tout à fait quelque chose sur lequel il faut avancer, voire même le rendre obligatoire. C'est-à-dire que on pourrait considérer que ça rassurerait tout le monde si les indices étaient indiscutables et si ces indices étaient obligatoires. En tout cas, on aurait un reflet plus réel de l'évolution des coûts. Mais par contre, sur certains autres produits, ça soulève aussi une problématique de transparence parce que dans la restauration publique territoriale, on a affaire à des distributeurs et ces distributeurs, ils nous relaient, eux, leur hausse d'augmentation des industriels. Et lorsqu'on demande la véracité des coûts, on nous oppose des augmentations d'industriels de l'alimentation, mais on ne sait pas, en fait, les industriels, quels problèmes ils ont, quelle part de leur augmentation est représentée par les matières premières, quelle part de leur augmentation est représentée par l'énergie. Et ça aujourd'hui, ça pose question. Ça pose question et en quelque part aussi, ça encourage à se dire que, et ça on l'a vu dans beaucoup de, comment dirais-je, avec beaucoup de collègues l'ont vu dans l'exécution de leur marché, c'est-à-dire qu'on a des hausses de la part de distributeurs nationaux qui n'ont rien à voir avec la hausse des petits producteurs avec lesquels on a été incité à travailler au travers de cette fameuse loi Egalim. Donc finalement, on peut aussi se dire que cette loi Egalim, c'est le fait d'orienter nos approvisionnements vers des circuits non seulement plus courts, mais peut-être un petit peu plus cohérents et plus transparents parce que plus proches de nos approvisionnements, c'est un début de solution. Même si ces produits-là, on avait tendance à les considérer plus onéreux que les produits de grand commerce, j'allais dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que sur beaucoup de familles de produits, les prix se rejoignent. Donc ça serait, entre guillemets, une bonne nouvelle. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on emploie très souvent ce mot, à tort et à travers, c'est beaucoup à la mode, c'est la résilience. Ben en fait, c'est le principal facteur que nous avons à faire quand on gère un service de restauration par rapport à cette hausse de tarifs. Il y a des moyens de gérer l'alimentation par rapport à la qualité, mais par rapport aussi à ce qu'on appelle un niveau de prestation. Mais ça, on sait le faire. On a connu par le passé tout un tas de crises sur certaines familles de produits. Pour les plus anciens, on a connu la vache folle, mais il y a eu d'autres crises de la volaille. C'est des épisodies à répétition. Et là, le bon gestionnaire, lui, ben, il va, en bon père de famille, il va gérer, il va plutôt utiliser telle famille de produits, arrêter ce produit-là, le remplacer par un autre. Il y a des jolis exemples avec l'huile de tournesol de toutes les friteries de France et de Navarre, où finalement on a arrêté l'huile de tournesol, puis on s'est remis à utiliser d'autres oléagineux. Donc, on peut tout à fait, nous aussi, envisager ces choses-là. Mais au-delà de ça, ce qu'on pense, nous, à Gorès, c'est que cette crise, finalement, il faut qu'elle soit l'opportunité de repenser notre modèle d'alimentation. Repenser notre modèle d'alimentation, c'est d'abord repenser les rapports de l'usager avec la cantine, avec la restauration de la cantine. La cantine, finalement, oui, c'est un service public non obligatoire, mais est-ce que la cantine, ça doit être la possibilité pour l'usager de l'utiliser comme bon lui semble? Ou est-ce que la cantine, à l'aune de cette problématique de coûts et de coûts importants, Madame Lanlot vous dira que le problème il n'y a pas que les problèmes malheureusement du coût de l'alimentation, il y en a d'autres. Est-ce que la cantine, ça doit être un service public aussi facile d'accès, aussi disponible et quelque part aussi dispendieux? C'est-à-dire qu'on a toujours aujourd'hui dans la restauration collective des niveaux de gaspillage alimentaire qui, si dans un monde d'abondance et de facilité et de coûts extrêmement bas de l'alimentation étaient compréhensibles, aujourd'hui, le renchérissement des denrées alimentaires doit réinterroger
le technicien que je suis, mais le citoyen aussi, dans sa vie quotidienne, sur la vraie valeur de l'alimentation. Et ça, c'est des sujets, je vais vous en prendre un qui a été soulevé il n'y a pas très longtemps au travers des groupes de travail du Conseil national de la restauration collective, c'est l'inscription à la cantine, c'est-à-dire le fait qu'on réserve son repas et qu'on s'engage à venir ou à ne pas venir. C'est quand même quelque chose qui est habituel dans la restauration traditionnelle. Quand vous avez réservé au restaurant, ça paraît naturel pour tout le monde, mais réservé à la cantine, pour le citoyen, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réserver à la cantine? Après tout, mon enfant, je vais le chercher ou je ne vais pas le chercher, de toute façon, on va me le nourrir. Sauf que les conséquences, et ce groupe de travail avait été un peu précurseur, c'est-à-dire que quand la mesure est sortie, beaucoup d'entre nous se sont interrogés sur sa pertinence et sur la capacité de nos élus à réellement prendre le taureau par les cornes et puis dire aux citoyens usagers non, il y a un moment donné, il faut modifier vos pratiques, il faut vous responsabiliser par rapport à cette dépense publique qui, soit dit en passant, est financée par les impôts des usagers aussi, en grande partie. Et ça fait partie des mesures qui, aujourd'hui, dans le contexte, il est impératif de les remettre sur la table. C'est nécessaire d'évoluer dans ce sens-là, c'est nécessaire d'évoluer aussi peut-être dans la composition des repas. Il y a à un moment donné, la composition des repas, il faut se reposer la question. Alors, le repas végétarien, débat ou moins cher ou pas moins cher, ce n'est pas tellement la question de ça, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'un repas du quotidien dans une restauration en dehors de la maison, dans une restauration collectivité, pour nous, la territoriale, mais ça peut être aussi d'autres aspects. Et c'est cet aspect des choses-là. Pourquoi est-ce qu'on va structurer le repas autour de 5 composantes et pas forcément de 4? Pourquoi est-ce qu'on va restructurer le repas finalement autour de ce qui est réellement consommé et pas de ce qui est gaspillé? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont mises en avant au travers de cette crise alimentaire. Et là-dessus, j'allais vous dire, évidemment, il y a d'autres facteurs. La question est pour nous, techniciens, plus politique qu'autre chose, mais il y a le tarif, c'est-à-dire le tarif de la restauration. Oui, effectivement, la tarification sociale, elle porte bien son nom d'ailleurs, c'est une tarification sociale, mais au-delà de ça, un des facteurs fondamentaux, c'est de faire connaître à l'usager la vraie valeur, en fait, finalement, de son alimentation. Et je voulais terminer par deux choses. C'est que pour nous, ce qui nous paraît surtout assez fondamental, c'est qu'en fait, l'alimentation ne doit pas être une variable d'ajustement des budgets publics. C'est-à-dire que ça serait beaucoup trop simple de considérer que dans le budget des collectivités, finalement, on va faire des économies sur l'alimentation. L'alimentation, ça doit représenter 2%, 1,5 à 2% du budget total de la collectivité pour laquelle je travaille. Donc, il y a certainement, même s'il y a d'autres postes extrêmement inflationnistes, ça serait dommage d'utiliser cette variable-là pour essayer de passer cette période un peu difficile. Et puis surtout, il ne faut pas que ça soit la raison pour laquelle on remette en cause la loi Egalim et la volonté de maintenir dans notre restauration une qualité de produit, de remonter la qualité des produits, parce que c'est une mesure qui va non seulement dans le bon sens en termes de qualité de l'alimentation et d'image de marque de ce qu'est la restauration collective, mais ça va dans le bon sens en termes de consommation, c'est-à-dire que plus un produit sera cher, plus on y fera attention. Voilà. Merci beaucoup, Sylvestre. Je vois en fait à travers ton propos, donc en fait, on peut retenir que ce contexte inflationniste peut être une bonne période pour repenser les valeurs de la restauration collective, sociale. Antoine Massenet, vous êtes parmi nous, oui, vous nous entendez? Je vous entends. Antoine, alors, je vous posais la question, en fait, vous, dans ce contexte donc de hausse des prix, comment vous vous adaptez aujourd'hui et puis surtout comment se passent les négociations avec vos clients. On parlait des contrats tout à l'heure, donc les contrats peut-être futurs, mais aussi surtout les contrats en cours. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole. Alors, comment on s'adapte au contexte? En fait, je dirais plutôt qu'on le subit, le contexte aujourd'hui. Et on subit la situation. C'est vrai qu'il y a eu Il y a eu la première circulaire du mois de mars, l'avis du Conseil d'État, puis la circulaire du 29 septembre, qui aident beaucoup, qui donnent des opportunités, mais ce sont des opportunités qui sont très complexes à mettre en place, à mettre en œuvre par les services juridiques
des collectivités. Je ne travaille, moi, qu'avec des mairies en Île-de-France. Et pour le coup, le gros de nos journées aujourd'hui, c'est de faire de la pédagogie et d'accompagner les collectivités, c'est-à-dire de leur donner et d'essayer de leur donner une boîte à outils pour bien comprendre. Et ça relève bien souvent de principes juridiques et on en a tous une lecture. Donc moi, aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de facilité dans la mise en œuvre des préconisations. J'utilise le terme préconisation parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que les collectivités, ce qui est normal, sont souveraines chez elles. Elles décident ou non d'appliquer les préconisations. À titre d'exemple, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos clients, on a seulement 30% qui nous ont donné un avis favorable à un accompagnement. 50% qui y réfléchissent sur comment le mettre en place. Et là, pour le coup, on a besoin d'un appui juridique qu'on a, nous, grâce au Syndicat national de la restauration collective qui accompagne les petites structures dont je fais partie. Et 20% sur lesquels on a un refus net. C'est-à-dire que il n'y a pas d'accompagnement possible, les clauses butoirs sont appliquées, la neutralisation de certains coûts pareils. Là, on se retrouve en négociation sur, je donne un exemple d'un marché où on est sur une augmentation du prix de vente de 1,07%. Et la collectivité ne veut rien entendre, c'est ça ou rien. Et on en a quand même quelques-unes comme ça. Donc c'est très compliqué sur le terrain. Aujourd'hui, on passe notre temps à devoir expliquer et à devoir trouver les bonnes solutions. Et à ça s'ajoute la partie opérationnelle. Vous parliez, Laurent, tout à l'heure des ruptures produits. Nous, on travaille qu'avec des collectivités territoriales pour les restaurants scolaires. Les menus sont faits quelques mois en amont. On travaille sur de la saisonnalité des produits. Et on a dû s'adapter aux ruptures de produits. Donc, travailler en communiquant auprès de nos clients. Et la clé pour moi aujourd'hui, elle est dans la communication avec les clients, à leur expliquer le concept. Quand on leur dit que le poisson frais a fait x2 en 6 mois, ils le comprennent. Ou il y a une augmentation de la viande ou des produits laitiers. Tout ça, ils sont prêts à l'entendre. Et on a besoin de les accompagner sur ça. Je rebondis sur ce que disait M. Nivet juste avant. Je pense que le salut de cette crise-là passera par le travail sur le gaspillage alimentaire. On voit que dans 90% des marchés publics qui sont faits aujourd'hui, on a entre 1 et 2% qui sont systématiquement surproduits. Et c'est au bon vouloir et de la collectivité de réserver ou non le nombre de repas. Et ça, intrinsèquement, on est obligé de le mettre dans le coût. Et si les personnes si les personnes en charge de la restauration dans les collectivités ne travaillent pas sur la réalité de ce qu'il y a, de ce qui doit être commandé, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'on aura toujours un surcoût de production. Et à mon sens, vraiment travailler sur le gaspillage alimentaire, sur la réservation des repas, il y a des applications qui existent aujourd'hui. Comment le mettre en place au niveau scolaire? Parce que c'est difficile pour un enfant de dire je vais à l'école, je ne vais pas à l'école, mais c'est à responsabiliser les parents aussi. On voit que la réservation à quelques jours en amont aide énormément. Et pour nous, c'est un des enjeux de cette année, et notamment sur les nouveaux marchés publics. On travaille vraiment sur ce sujet-là. Merci Antoine pour ce témoignage. Je pense qu'on reviendra sur certains sujets. On voit que finalement, vous, Antoine et Sylvette, vous avez abordé cette question de la réservation. Je vois un certain nombre de messages aussi qui vont dans ce sens-là. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à poser leurs questions sur la fenêtre Q et R. Voilà. Maintenant, j'aimerais avoir le sentiment de Virginie Lanlot. Alors, vous êtes élue, donc en fait, pour la collectivité. Comment vous faites face à ces hausses de prix des matières premières? Parce que quels conseils vous pouvez apporter aux autres collectivités qui nous écoutent? Et voilà,
Et d'avance, merci. Je ne sais pas comment on a tellement de questions sur la table. Je ne me permettrai pas de donner des conseils, je me permettrai de donner un point de vue un petit peu général qui permettra d'ouvrir le débat, parce que je vais pas me positionner ni en donneuse de leçons, ni en conseil. Je crois que, comme cela a été bien dit dans la précédente intervention, chaque collectivité se gère par elle-même et elle est autonome dans sa gestion et elle prend ses propres décisions. Je crois qu'il est important de rappeler en amont de mon intervention le fait que les collectivités sont évidemment très engagées sur le sujet de la restauration collective. Même si ça reste un service facultatif, je ne connais pas, à mon sens, de collectivités qui, à partir du moment où elles ont une école, proposent la restauration scolaire. Même si c'est regroupé entre différents sites, il y a cette proposition-là. Donc ça, c'est important de le rappeler. Rappelez aussi que c'est certes un service facultatif, mais il y a une jurisprudence qui fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où ce service est ouvert, il doit être accessible à tous et toutes, sans distinction de travailler, pas travailler, quelle que soit la situation sociétale, familiale. Ça, c'est important de le dire parce que le jour où cette jurisprudence est tombée, on a vu une hausse très importante de la fréquentation des restaurants scolaires, ce qui n'est pas sans poser de soucis à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par Sylvestre, qui en a parlé, de savoir est-ce qu'il y a un moment donné où il faudra peut-être repenser quelque part l'accessibilité à la restauration scolaire. Et ça, il ne faut pas être langue de bois sur le sujet, et je vous dirai pourquoi après. Au-delà du prix même de l'alimentation, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut qu'on se pose très factuellement la question. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on attend par rapport à l'article 14 de la loi finances rectificative cette dotation exceptionnelle, quelles vont être les modalités et j'assiste aussi sur toutes les aides qui peuvent être apportées, que ce soit sur la tarification sociale, sur cette aide-là ou toute autre, c'est d'avoir une équité sur le territoire. Très souvent, les aides qui sont apportées sont destinées à certains types de territoires et pour autant, ce sont tous les territoires qui sont impactés par les coûts et la hausse des coûts, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'énergie, que ce soit les ressources humaines aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais on est tous confrontés à la hausse. Et c'est très bien, on ne va évidemment pas aller à l'encontre de ça. Il y a eu l'augmentation du point d'indice, ça a un impact sur les collectivités. Et ça, c'est pour le coup homogène sur le territoire, la hausse des coûts. Elle n'est pas réservée à certains territoires et pour autant, les aides qui sont proposées sont réservées pour certaines à certains territoires. Donc ça, c'est à prendre en compte. Pour information, la position de l'Association des maires de France et sa demande est qu'il y ait une indexation de la DGF sur l'inflation pour évidemment compenser les coûts. Puisque à force de nous demander d'accompagner nos prestataires, alors ça a été pendant la crise Covid, ça a été etc. Certes, il y a eu des compensations, mais pas à 100%. Il y a un moment donné où nous sommes, nous, étranglés parce que nos leviers fiscaux, ou en tous les cas de ressources, eux, diminuent. Pour rappel, mais tout le monde le sait, la taxe d'habitation en 2023 disparaît pour tout le monde. Donc, on n'aura plus ce levier-là. L'une des taxes qui reste, c'est la taxe foncière. Et là, on en entend beaucoup parler puisque, évidemment, les communes préparent leur budget pour 2023 et on sait qu'il va y avoir de fortes augmentations de la taxe foncière sur certaines communes. Et puis, le deuxième levier qui nous reste, c'est augmenter les participations familiales pour accéder aux différentes prestations offertes par la ville. Je vous donne juste l'exemple de la ville dans laquelle j'ai l'honneur d'être, Meudon. Nous allons proposer une hausse de 4%. Et encore 4%, c'est pas… Quand j'ai interrogé les parents, ils n'étaient pas horrifiés par cette hausse-là, mais on va, et alors que je n'avais pas du tout envie de le faire compte tenu du contexte général, mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autre solution que de le faire. Parce qu'effectivement, les collectivités, il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Il y a tout ce qu'il y a autour. Sur le temps du midi, c'est l'énergie, c'est l'encadrement. Je ne vous fais pas un cours sur les hausses de l'énergie, je pense que ça, vous l'avez. Alors, certains disent que potentiellement, ça n'impacte pas beaucoup sur la partie purement alimentation, mais je pense que ça impacte tout de même. Mais nous, à Meudon, on passe de 1 million à 2 millions de factures énergétiques sur un an.
les ressources humaines, je ne vous refais pas le dessin, mais de la même manière, on est en forte augmentation. Donc, c'est l'ensemble de ça qu'il faut que nous, on regarde. Donc, les collectivités, elles sont confrontées à l'ensemble des hausses, pas uniquement à celle de l'alimentation. Et j'insiste de nouveau sur l'équité sur le territoire des aides qui sont apportées. La tarification sociale à 1 euro, on est pas mal de communes qui déjà mettaient en œuvre cette tarification à 1 euro. Quand il y a eu l'aide apportée, évidemment, on a apporté l'aide qu'à celles qui rentraient dans le dispositif à 1 euro. Il n'y a pas eu de rétroactivité sur ce sujet-là, comme beaucoup d'aides d'ailleurs. Il y a souvent des aides qui sont apportées, mais il n'y a jamais de rétroactivité pour les communes qui font le choix de s'engager dans cette dynamique-là avant. Donc ça, c'est aussi une petite remarque. La réservation des repas, c'est une très bonne idée en soi, puisque j'ai participé au groupe notamment de travail pour élaborer cette expérimentation, pour lequel l'AMF a émis un avis défavorable. Alors, je précise, non pas pour le principe de la réservation, mais sur le fait que l'AMF a émis un avis défavorable parce que ne souhaitant pas que ça soit une obligation en direction des collectivités. Voilà, parce qu'à chaque expérimentation proposée, très souvent, ça finit par une obligation. Ça a été le cas notamment pour le repas végétarien hebdomadaire, où avant même qu'on finisse l'expérimentation, ça a été inscrit dans la loi. Le souci, c'est pas de mettre en place le système de réservation, c'est les parents qui jouent pas forcément le jeu. On peut mettre un service de réservation. Si les parents ne jouent pas le jeu, mais vous laissent votre enfant sur le temps du midi, nous, on a le cas à Meudon, on peut avoir des écarts de 150 à 200 repas par jour d'écart entre la réservation et la réalité du terrain. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et donc, il faut qu'on l'anticipe. Donc, on peut croiser les données parce qu'on sait toujours. Mais nous, on a eu une inflation. On était en fin d'année à 2800 repas jour. On est à aujourd'hui 3000 repas jour. Ça continue à augmenter pour 3600 enfants scolarisés. Vous faites le pourcentage, c'est un énorme pourcentage de participation. Donc, c'est là où je reviens sur l'intervention de Sylvestre en disant comment on se réinterroge sur l'accès à la cantine. Et pour autant, on n'a pas envie de rentrer dans une discrimination de profil. Donc, tout ça, ce sont des enjeux importants qui impactent effectivement les budgets des collectivités et qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur le sujet. Mais tout ce que vous avez effectivement donné comme levier, Monsieur Prévost, en direction des différents partenaires qui contribuent à la restauration collective, de réviser les prix, la théorie de l'imprévision, c'est sur nous que ça retombe derrière, sans compensation réelle. Donc, en fait, ça interroge, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule entrée, c'est de multi-entrées qu'il faut qu'on considère ensemble. Et il y a un moment donné, et ça commence à arriver, les collectivités vont arrêter le service public de la restauration scolaire, c'est déjà arrivé. 2, ce que l'on voit aussi, c'est des appels d'offres infructueux, on le voit aussi. Donc, si on n'arrive pas à accompagner tous les acteurs de manière équitable sur l'ensemble du territoire, on a en face de nous un mur. Je vous remercie. Merci beaucoup Virginie, des propos très très importants sur l'importance même. En fait, plus que jamais, la décision politique devient vraiment stratégique pour les collectivités. Et puis, on peut retenir que vous êtes quand même un amortisseur social. Donc, en fonction des décisions que vous allez prendre, ça va être, c'est un peu délicat. Est-ce que Sylvestre, tu veux réagir? 30 secondes. Oui, attends, je vais remettre mon truc. Oui, en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est bien, effectivement, c'est bien de faire constater, c'est bien de se plaindre, c'est bien de se dire que finalement, comment dirais-je, ça pose des problèmes économiques et étant nous-mêmes fonctionnaires territoriaux, on est bien conscient à l'intérieur de ces microcosmes que sont les collectivités que ça pose un problème. On a des collègues avec lesquels on discute quotidiennement sur ces sujets-là. Mais par contre, la volonté en tout cas d'utiliser
cette crise, en fait, c'est une crise, hein, mais quand même bien dans une crise inflationniste, cette crise pour faire avancer des sujets de fond et des sujets qu'on porte depuis, pour certains, assez longtemps, allons-y, c'est le moment aussi de faire tomber un certain nombre de barrières. Moi, ce que je voulais aussi réagir, c'est sur l'enchaînement, en fait, finalement, l'enchaînement de catastrophes qui nous tombent dessus depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on est tombé, hein, on a eu le Covid, qui était un problème, on a maintenant les problématiques on a eu des épisodies, enfin, M. Prévost l'a tout à fait bien résumé tout à l'heure, il y a un enchaînement de facteurs. Mais finalement, cet enchaînement de facteurs, il a montré quoi? Il a montré que la pause méridienne, la restauration collective publique, c'est finalement un maillon essentiel du fonctionnement de la société civile. C'est-à-dire que si les parents ne pouvaient pas laisser leur enfant le midi dans une pause méridienne pendant laquelle les enfants sont nourris, eh ben, on s'aperçoit que finalement, ça aurait une influence extrêmement importante sur le taux d'emploi. C'est-à-dire qu'on aurait, il y a des pays où c'est comme ça, hein, vous allez aller chercher pas très loin. Hein. En Allemagne, ils ont aussi beaucoup de femmes de travail parce que justement, il n'y a pas la possibilité, surtout dans les petites classes, hein, les kindergarten, elles n'existent pas, les maternelles. Donc finalement, ce service public facultatif, est-ce qu'il ne serait pas le temps de réfléchir pour les pouvoirs publics à le rendre obligatoire? Alors on sait bien les conséquences que ça a lorsque l'État rend obligatoire un service public auprès des collectivités. On l'a vu pour je vous parle de carte d'identité, mais il y en a d'autres. Ça veut dire que ça impliquerait aussi l'État dans le financement, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas aussi un bon financement? C'est-à-dire que ça serait un financement ciblé. Parce que je reprends tout à fait, alors Madame Landau, j'ai la même à la maison, hein, j'ai la même à Poitiers, j'ai la même élue qui tient les mêmes discours. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir finalement cette convergence de vues. On se rend compte que finalement, dans beaucoup de villes, et même si Madame Landau, elle est dans une collectivité qui a certainement un contexte socio-économique un peu différent, celui de Poitiers, il y a quand même dans toutes les villes des quartiers difficiles et on se rend compte que la première forme d'aide alimentaire à la population, surtout dans les populations fragiles, c'est la restauration collective. Quand vous offrez des repas à 50 centimes ou à 1 euro, comme le disait M. Leroux tout à l'heure, à la population, c'est de l'aide alimentaire. C'est de l'aide alimentaire auprès des populations extrêmement fragiles. Donc là, maintenant, la réflexion pour nous, c'est d'expliquer au pouvoir public que finalement, ce service public non obligatoire, facultatif, il faudrait réfléchir à le rendre, en tout cas, si ce n'est pas obligatoire, en tout cas, lui donner un statut, un véritable statut qui permette de le pérenniser d'une manière sereine, en tout cas, et vraiment utile pour la population. François, tu souhaites réagir de ton côté? Bah, écoutez, la discussion est riche. Je pense qu'effectivement, il faut et Virginie l'a dit, il faut bien identifier les coûts, enfin, ça a même été dit par Sylvestre aussi, les coûts, ce qu'on appelle les coûts de revient de la restauration collective de chaque collectivité, et on se rend compte que c'est quand même très mal connu par les collectivités elles-mêmes dans la plupart des cas. Et donc, c'est une fois qu'on a bien appréhendé ces coûts qu'on peut d'abord définir une politique tarifaire, évidemment. On peut aussi y trouver des gisements d'économie, ça a été dit, mais il faut le rappeler. Quels sont les coûts, en fait, d'avoir une grille de lecture sur le coût du service avec toutes ses composantes, la main-d'œuvre, ça a été rappelé, l'énergie, les approvisionnements, évidemment, les coûts de fonctionnement, et puis de regarder de quelle façon les uns et les autres, les collectivités entre elles, font pour optimiser ces postes-là et en faire j'allais dire presque un catalogue pour que l'ensemble des collectivités aient bonnes recettes. Et je pense qu'une fois qu'on aura bien identifié les coûts de revient, on pourra aussi caler une politique tarifaire digne de ce nom, et en particulier une tarification sociale. On pourra éventuellement trouver des marges de manœuvre pour mettre en place la loi Egalim, ou en tout cas améliorer la qualité des repas. Voilà, et ce sont des dispositions qu'il faut absolument mettre en œuvre dans les plus brefs délais. La période est la bonne pour le faire.
Donc, cette crise nous permettrait, pour une fois, peut-être d'éclaircir les coûts de la restauration collective dans sa globalité. Je vais passer maintenant la parole à Éric Jutin. Après, je passerai la parole à notre observateur du jour, Bernard Boulboul. Mais Éric Jutin, est-ce que vous m'entendez? J'entends haut et fort, Laurent. Éric, bonjour. Alors, Bonjour. le point de vue du distributeur, parce que quand même, là, on a beaucoup de questions déjà sur le sujet, mais sur ces questions soulevées par Sylvestre, sur ces hausses qui n'étaient pas toujours justifiées. Alors, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est fin mai, on avait à la hauteur de 81% des matières premières que nous commercialisions qui étaient dans le cadre d'une inflation réelle et constatée. À septembre, on a la quasi-totalité aujourd'hui des produits qui sont dans ce cas de figure. Donc ça, c'est un fait. C'est-à-dire que sur nos propres politiques d'achat, c'est quand même ce que l'on subit au quotidien. Avec effectivement des problématiques aujourd'hui de rupture arrivant de non annoncées de par nos fournisseurs, où globalement, lorsque vous commandez un camion de steak haché, et à l'arrivée, vous avez la moitié du camion, la moitié de la marchandise, en tous les cas, qui vous est livrée réellement et quotidiennement. Ce qui fait qu'au réel, je vois les services télévente, approvisionnement chez nous sont en tension permanente entre d'un côté les passations de commandes et puis notre souhait d'être dans le respect de nos engagements sur la préparation des commandes, et de l'autre, la réalité de l'approvisionnement tel qu'il s'opère au quotidien. Donc ça, c'est un peu le vie-ma-vie que je vous fais partager. Après, Sylvestre Nivet, avec lequel on a souvent quelques échanges, notamment au sein du CNRC, je pense qu'au réel, moi je retiens 3 points. C'est l'intelligence collective, puisque le CNRC nous aura permis quand même de nous mettre tous autour de la table pour discuter des vrais sujets de fond sur le montage des cahiers des charges, notamment des appels d'offres publics. Et ça, c'est quand même la première fois où on arrive à tous, en tous les cas, se mettre autour de la table pour discuter de ces sujets-là, et chacun apporte sa propre expérience à ce titre-là. 2, il faut toujours qu'il y ait la notion de bon sens qui puisse être au-dessus de toutes les discussions. Ça me paraît essentiel. Et 3, c'est le caractère honnête de ces demandes, de ces revendications, lorsque l'on va vers un acheteur public pour avoir des doléances de demande de revalorisation tarifaire. Alors, sur le premier point, l'intelligence collective, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on veut retrouver des équilibres entre les entreprises et les collectivités, les acheteurs publics, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver des consensus pour changer les règles, puisqu'aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne plus. Typiquement, l'exemple, par exemple, de produits d'épicerie avec une révision annuelle sur un indice INSEE, c'est tout juste explosif. On n'est plus en capacité aujourd'hui de fonctionner sur ce type de modèle. C'est la raison pour laquelle, là, on est en train de travailler sur un ensemble d'indices. Il y en a 500, je crois, qui ont été aujourd'hui relevés, et sur lesquels on souhaite, en tous les cas, être force de proposition, pas se dire on n'y peut rien, c'est comme ça, ou quoi que ce soit, mais être force de proposition pour amener, en tous les cas, des solutions, proposer des solutions à l'ensemble des structures d'achat et aux entreprises, de manière à pouvoir rééquilibrer et faire en sorte que les entreprises soient à nouveau en confiance pour être amenées à faire des propositions dans le cadre des appels d'offres. Ensuite, j'ai envie de dire, le bon sens, c'est quoi? C'est je ne vais pas être redondant avec François Mauvais qui l'a dit au départ, mais l'actualisation en début de marché est un élément essentiel, en tous les cas, des offres telles qu'elles peuvent être constituées par les entreprises. La révision, une vraie révision tarifaire, c'est maximum au trimestre. Je rappelle que dans les CCAG, je crois que c'est le point 10.2.2, rappelle que sur les matières premières agricoles, eh bien, cela ne doit pas aller au-delà de 3 mois. Et après, c'est le rattachement à des bons indices, c'est ce sur quoi aussi on est en train de travailler, et de manière à pouvoir être force de proposition là-dessus. Et puis après, l'honnêteté, c'est aussi, à un moment donné, s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir attacher un indice parce que cet indice-là ne serait pas proche, ne serait pas en tous les cas en lien avec la demande de revalorisation, eh bien, il faut être amené à pouvoir présenter aussi ces factures d'achat pour apporter la preuve à l'acheteur public du bien fondé de demande de revalorisation. Voilà, donc tout ça, c'est
un périmètre, en tous les cas, tout est en mouvement, on voit bien, et chacun essaye d'y mettre du sien pour pouvoir rétablir, en tous les cas, ces niveaux de relation. J'en profite aussi, puisque l'audience est large, donc j'en profite aussi pour faire passer des petits messages qui me semblent aussi intéressants pour les uns comme pour les autres. Le premier, c'est dans le cadre des passations d'appels d'offres. Aujourd'hui, les délais minimums, c'est 30 jours. Rien n'empêche un acheteur public de s'octroyer 60 jours pour que les candidats puissent répondre dans ce cas de figure. On connaît les difficultés à l'heure actuelle pour constituer les offres, pour récupérer les prix d'achat avec finalement l'ensemble de nos producteurs, transformateurs, industriels, ce que l'on veut, qui ont vraiment du mal, en tous les cas, à nous communiquer les bons niveaux d'information. Donc, ne nous privons pas d'avoir un délai plus large de manière à ce que les offres qui soient constituées, quelles que soient les entreprises, puissent être dignes de ce nom. La deuxième, c'est concernant les demandes d'échantillons. Warning sur les échantillons avec les difficultés d'approvisionnement, j'ai envie de dire, sur des produits qui seraient parfois difficiles à récupérer par nos fournisseurs. Là, même chose, il y a encore des appels d'offres aujourd'hui où 2 jours avant la livraison des échantillons, on reçoit la liste des produits. C'est du vie ma vie. 2 jours avant, on reçoit la liste des produits qu'il faut livrer dans le cadre de ces échantillonnages. On se retrouve forcément, quelle que soit l'entreprise, parfois dans des difficultés majeures. Et puis derrière, après, la dernière chose que je souhaiterais exprimer, c'est la mise en application de dossiers lorsqu'on est notifié, donc on est le grand gagnant sur un dossier. Sachez que parfois, on reçoit les notifications après même que les commandes soient déjà passées par les établissements, notamment sur des groupements de commandes. Donc, vous entendez bien, il y a des commandes qui tombent alors qu'on n'a toujours pas eu la notification. Et de l'autre, ça demande derrière en fait une mise en place qui n'est pas la plus, j'ai envie de dire, la meilleure pour faire un travail dit de qualité. Voilà, c'est un petit peu tous les éléments que je souhaitais vous faire partager. Et encore une fois, je trouve que dans nos échanges, on voit bien que de toute façon, on avance. C'est vrai que Prévost, en tous les cas, l'a rappelé, que ce soit l'avis de la DAE comme la dernière circulaire, elle offre la possibilité notamment de pouvoir constituer des avenants qui puissent permettre de finalement mettre en place un meilleur équilibre entre les structures et les entreprises. Et si en face, on a véritablement, en tous les cas, des bons indices qui puissent nous permettre de pouvoir rectifier les bases tarifaires, et ces indices en plus sont connus de tous, sont indiscutables, et de l'autre permettent en tous les cas de vérifier l'évolution qu'il peut y avoir sur un certain nombre de matières premières. Ne nous en privons pas, et j'ai envie de dire que la prochaine étape, c'est accélérons le pas de manière à pouvoir, en tous les cas, mettre en place ce type de dispositif. Éric, merci beaucoup pour ce témoignage qui prouve encore une fois la nécessité de pouvoir échanger entre les différentes parties, ça de plus en plus, d'avoir un peu plus de professionnalisation peut-être dans les marchés, un peu plus de connaissances et effectivement peut-être arrêter peut-être des propos un peu qui banalisent les achats et les hausses. Donc quand même, on a Mathilde qui posait la question, comment un fournisseur peut-il prouver une augmentation de prix ? Je pense que tu as répondu en partie. C'est vrai que quand Sylvestre dit l'huile d'olive elle est plus chère, mais bon, est-ce que l'huile d'olive est plus chère aussi? Est-ce que sa hausse elle n'a pas les mêmes valeurs que peut-être l'huile de tournesol, mais est-ce que vous prenez en compte, par exemple, est-ce que vous valorisez le transport? Est-ce que vous justifiez tout ça? Toutes les autres hausses qui sont en dehors du produit? Alors, nous, il y a la limite de tout ce qu'on est susceptible de pouvoir apporter en termes de preuves. Et je trouve qu'en tous les cas, la meilleure des réponses, c'est lorsque notamment on envoie nos factures d'achat, souvent entre initialement l'offre qu'on aura réalisée et puis notre dernière facture connue. Ça, je pense que ça, c'est un bon souci d'honnêteté. Le seul problématique sur ce type d'exercice, c'est si on ne fait pas un petit peu un mixte entre les indices d'un côté et les factures de l'autre. Il m'est arrivé sur des bordereaux à 700 lignes de devoir présenter la facture d'il y a 2 ans en arrière et la dernière facture connue, c'est-à-dire sensiblement 1400 factures. Je rappelle que c'était sur la période de mai-juin. Aller envoyer des gens chercher dans des cartons sous les toits à 41 degrés des factures au fin fond des cartons,
je peux vous dire qu'ils n'y retourneront pas, quoi. Ils l'ont fait une fois, mais on aura de très grandes difficultés à… Alors, je pense que, encore une fois, l'intelligence collective, c'est se dire, allez, communiquez-moi en termes de bonne intention les plus grosses signes impactantes ou d'aller récupérer quelques factures m'apportant la preuve de ce que vous êtes en train de me dire. Et là, c'est l'acheteur qui détermine en fait le niveau de vérification qui peut s'opérer autour de ça. Mais chaque facture sur des bordereaux, encore une fois, qui font des kilomètres, je vous avoue que c'est un travail qui est à la fois fastidieux et dans une période aujourd'hui où on est en train de perdre un petit peu pas mal de monde, quoi, sur ce type de Donc, sujet. il faut vraiment un lien de confiance entre professionnels. Je vais passer la parole à Antoine. Antoine, Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que disait M. Justin. Quand on parle de la théorie de l'imprévision, jusqu'à ce qui était compris avant le 29 septembre, il fallait donner pour l'ensemble de nos clients des preuves effectivement de la surcharge. Nous, ça représente, sur les menus de 4 mois, ça représente 6 000 lignes. 6 000 lignes qu'il a fallu justifier. Et comme il n'y a pas de méthode d'échantillonnage qui a été donnée par le pouvoir public, soit la collectivité travaille en totale confiance avec son prestataire, mais ce qui n'est pas le cas partout, soit on est quasiment obligé d'embaucher pour pouvoir fournir les pièces. Ça devient ahurissant, en fait, d'avoir je trouve ça très bien qu'il y ait eu des circulaires qui soient tombées, mais la mise en place sur le terrain est extrêmement compliquée. Et pour certains dossiers, je vais être très honnête avec vous, j'ai laissé tomber. Certaines collectivités où je vois que c'est trop compliqué, je ne suis pas allé chercher les quelques milliers d'euros qui manquaient parce que l'investissement était trop important. Nous, on est une PME, et quand on demande à nos fournisseurs, les petits fournisseurs, dans l'ensemble de leurs coûts, c'est insupportable. Ils ne peuvent pas le faire. Oui, on entend bien les difficultés, effectivement, la surcharge de travail pour justifier tout ça. Alors, on va faire une petite pause avant de passer aux questions. Bernard Boutboul, alors, une vision un peu extérieure de la restauration traditionnelle qui a vécu ces derniers mois un peu de l'euphorie, le retour dans les restaurants, ça a bien fonctionné, mais alors l'avenir, je ne sais pas aussi si cette inflation va jouer des tours à ce secteur. Alors c'est vrai, merci Laurent, c'est vrai que je vais avoir une vision un peu plus restauration commerciale que collective, quoique chez Gira, nous travaillons, comment je pourrais dire, avec des municipalités, mais également avec des restaurants entreprises ou interentreprises qui sont évidemment dans le giron de la restauration collective. Mon discours ne va pas trop être en rapport évidemment avec le scolaire et la santé. Mais ce que je voudrais dire, qui a été dit un petit peu par Sylvestre tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même avouer sur l'histoire que la restauration avec un grand R est un des secteurs, si ce n'est le secteur le plus résilient de l'économie française. Je vous signale, et ça a été dit, qu'on a traversé, alors je vais vous les citer dans l'ordre et très rapidement, la vache folle, la grippe aviaire, le terrorisme, les gilets jaunes, le Covid, l'inflation, la pénurie de personnel, et j'en oublie, et on est toujours debout, et le nombre de repas pris à l'extérieur de domicile continue toujours à grimper. Donc, nous sommes extrêmement résilients. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pardon, vous l'avez remarqué, l'inflation et la pénurie de personnel, qui sont les deux tuiles qui nous tombent les plus récemment, comme par hasard, attaquent les deux lignes du compte de résultat qui pèsent le plus lourd dans le compte de résultat. Je parle des frais de personnel et du coût matière. OK. Nous vivons depuis avril 2022, et non pas depuis l'été ou la fin de l'année 2021, depuis avril 2022, une période inflationniste inédite. Mais vraiment inédite dans l'histoire de la restauration. On étudie la restauration et on conseille dans la restauration depuis plus de 30 ans. On n'a jamais vu un truc pareil. Alors, guerre en Ukraine ou rattrapage Covid ou rattrapage tout court. Il y a quelques industriels que je ne citerai pas qui me disent « mais c'est un rattrapage naturel, ça fait des années qu'on n'a pas augmenté comme il fallait ». Enfin, peu importe, l'inflation est là et de sources industrielles, on nous dit « mais tu sais que l'inflation, elle n'a peut-être pas commencé ». Alors ça, c'est très, très inquiétant parce que ça voudrait dire qu'en janvier, on va se prendre encore un niveau de montée très important. Quelques chiffres. Depuis mai 2021, la réouverture des restaurants et que tout est reparti en post-Covid, nationalement par an, on est sur un plus 25% au niveau de la partie alimentaire dans le CHR. Plus 25% sur 1 an et demi. C'est colossal. Avec des écarts, bien sûr. Plus 3% sur les boissons,
160% sur l'huile, avec un steak haché qui est au milieu à plus 40%, en passant par 29% pour les sucres et 20% pour les farines, fécules ou semoules. Alors, OK. Alors oui, il faut aller à la chasse aux coûts, bien entendu. Est-ce qu'il faut avoir des augmentations globales, toutes sèches comme ça, où j'augmente tout de 1 euro ou de 3% ou de 8%? Bien sûr que non. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut faire évoluer sa carte, son offre, son linéaire, appelez ça comme vous voulez, de façon chirurgicale. Je dis bien chirurgicale et quasiment en temps réel. Pourquoi chirurgicale? Parce que la manipulation est extrêmement dangereuse vis-à-vis du consommateur. Pourquoi en temps réel? Vous le savez très bien, les augmentations sont quasiment quotidiennes. Alors, peut-être pas quotidiennes, mais tous les 2-3 jours, on a une augmentation d'un produit et quand ce n'est pas celui-là, c'est un autre, etc. Quelles sont les solutions concrètes? Alors que nous, on recommande dans la commerciale et dans la restauration inter-entreprise et entreprise. Il n'y en a que 6 solutions possibles pour contrer l'inflation. Soit on modifie la recette en fonction des ingrédients plus ou moins chers de ma recette. 2, soit on supprime le plat de la carte, parce qu'il faut le supprimer s'il n'est pas rentable ou qu'il est devenu pas rentable. Soit on ajoute un plat à la carte, plus rentable. Et puis, il y en a 3 autres qui sont extrêmement dangereux, qui sont utilisés par certains restaurateurs et que moi, je trouve très, très dangereux. C'est on augmente le prix de vente de manière sèche et sans que ça soit justifié, parce que le consommateur ne trouve que ce n'est pas justifié. On peut avoir un décrochage de fréquentation. L'autre, c'est le 5e, on diminue la qualité en vendant au même prix. Alors ça, c'est très, très dangereux parce qu'on risque de se prendre des réflexions clients qui adorent ce produit et soudainement, on diminue la qualité. Et alors la 6e, alors là, celle-là, je ne la conseille pas parce qu'elle est extrêmement dangereuse. C'est une solution qui est utilisée par la grande distribution. Alors, je ne vais pas citer les marques qui l'utilisent, ça s'appelle la shrinkflation. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est on diminue petit à petit les quantités sans que personne s'en aperçoive et on vend au même prix, voire plus cher. Ça a été fait avec des paquets de gâteaux que je ne citerai pas, etc. Alors ça, je ne conseille absolument pas ça parce qu'un jour ou l'autre, on va se prendre le consommateur sur le dos et là, c'est très, très dangereux. Alors, je terminerai par vous proposer un outil. Aujourd'hui, oui, il faut de l'analyse, il faut agir concrètement, mais il y a un outil qu'on utilise dans la restauration commerciale, dans la restauration d'entreprise et inter-entreprise. C'est un outil qui permet de savoir si, comment je pourrais dire, votre offre ou votre carte est en phase avec les clients, ou autrement dit, si vos consommateurs se comportent normalement avec votre offre. Voilà, on peut le prendre dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle chez Gira la théorie du ticket moyen théorique. Je m'explique. Il est possible aujourd'hui de savoir si le consommateur se comporte normalement avec votre carte. Le ticket moyen théorique est égal à, excusez-moi la définition de cette, elle est un peu complexe, mais bon, je vais aller très vite. Vous faites la somme des prix de vente de tout ce qui fait office de plat sur votre offre. Vous le divisez par votre nombre de plats. Bon, ça vous donne le prix moyen plat, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ce prix moyen plat, vous le multipliez par 2. Alors, vous allez me dire, mais d'où vous sortez ce multiplié par 2? On sort ce multiplié par 2 parce que nous nous apercevons dans la restauration, dans toutes les formes de restauration, que le consommateur, s'il se comporte bien avec votre carte, votre offre, dépense 2 fois le prix moyen d'un plat entre toutes les périphériques, l'entrée, le dessert, le fromage, la boisson, pas la boisson, etc. Les périphériques du plat principal. Lorsque j'ai mon ticket moyen théorique, je répète, somme des prix de vente divisé par le nombre de plats multiplié par 2, je le compare avec mon ticket moyen réel. Et alors là, c'est là où les surprises commencent. Si ticket moyen théorique égale ticket moyen réel, alors là, c'est tout ce que je vous souhaite parce que ça veut dire que vous avez un positionnement super et vos clients vous adorent. Mais il y a d'autres possibilités, c'est que votre ticket moyen théorique soit inférieur à votre ticket moyen réel ou votre ticket moyen réel supérieur à votre ticket moyen théorique. Et bien là, c'est ce que je vous souhaite encore plus que égal. Parce que là, ça veut dire que vous en avez sous le pied en prix de vente. Vous pouvez y aller, les clients sont en confiance avec vous, on peut y aller. Et la 3e possibilité, alors celle-là, je ne vous la recommande pas et je ne vous la souhaite pas, c'est que votre ticket moyen théorique est supérieur à votre ticket moyen réel. Ça veut dire que votre ticket moyen réel est en dessous de votre ticket moyen théorique. Et alors là, grand danger, vos clients ne vous suivent pas, ils ne sont pas en confiance avec vous, ils tapent dans tout ce qu'il y a de moins cher, ils tapent vers les menus, etc. Enfin bref, ils tapent dans tout ce qu'il y a de plus bas. Alors là, ça veut dire qu'il faut un repositionnement très rapide. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, nous, on conseille 3 choses. 1, il faut s'armer d'outils et d'analyses nouveaux.
On ne peut plus faire une carte et revoir des prix ou bâtir un linéaire comme ça sur le coin d'une table. Pas du tout. Il faut qu'on réintroduise des outils. Alors, je dis réintroduire parce que il y a beaucoup d'années, on utilisait ce qu'on appelle les principes d'Homeless dans la restauration. Ça a disparu. Maintenant, il est temps de se les réapproprier. Et puis des outils d'analyse très, très concrets, comme par exemple l'histoire du ticket moyen théorique, ticket moyen réel. Il faut agir, c'est ma deuxième recommandation, sans faire prendre de risques au positionnement de votre établissement. C'est tout ce que je vous citais tout à l'heure. Attention, lorsqu'on manipule le prix aujourd'hui, parce que d'un côté, on a l'inflation, mais de l'autre côté, on a le pouvoir d'achat. Donc, il faut faire très, très attention. Attention au sans risque client. Et puis, la troisième recommandation, mais ça, on est obligé, c'est qu'aujourd'hui, il faut mener ces opérations chirurgicales, puisque je parlais tout à l'heure chirurgie, en temps réel, quasiment presque au jour le jour, et il faut que vous en ayez la possibilité dans les collectivités, et ça j'ai bien compris que c'était absolument pas du tout simple en tout cas, plutôt qu'avant, on avait les prix une fois par an, ou 2 fois par an, ou 3 fois par an, mais la commerciale était exactement dans le même système. Hier, ils avaient une carte d'été, une carte d'hiver, et puis hop, les prix c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est fini, il y en a même qui n'ont plus du tout de cartes imprimées, et qui ont des cartes qu'ils font évoluer tous les jours, et en produits, et en prix. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner. Mais merci beaucoup Bernard. En fait, ce qui nous fait prendre un tout petit peu de recul, c'est, moi je poserai la question après à tous nos auditeurs, est-ce que les menus 4, 5 composantes sont toujours valables? J'ai vu des collectivités proposer 3 composantes. Est-ce que effectivement le ticket moyen théorique, nous on est plutôt dans la dernière solution, la plus mauvaise. Je ne sais pas ce que Sylvestre va dire, mais les collectivités elles subissent un bas coût. En fait, on n'a pas valorisé le prix du repas à la cantine. Alors, Cédric, on pourrait peut-être en reparler aussi, c'est ce 1 euro, le repas, le menu à 1 euro, ça ne fait rien de bon pour la restauration collective, je pense. Enfin voilà, plein de choses. Alors, on a quand même pas mal de questions, des réactions. Je ne sais pas, Sylvestre, je t'ai vu bouger, non, mais tu peux, voilà. Non, mais ce qui est vrai, c'est que dans la restauration collective, on considère qu'on est c'est effectivement une forme de restauration sociale. Mais, comment dirais-je, Bernard Boutbouche, je peux vous appeler Bernard, il a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interdire d'appliquer des raisonnements de merchandising, des raisonnements finalement d'études du consommateur, et c'est en étudiant bien notre consommateur qu'on arrivera réellement à obtenir et à être extrêmement bien plus performant sur certains aspects, et notamment sur le gaspillage alimentaire, parce que c'est vrai que même si on a voulu dans les lois sur le gaspillage alimentaire instituer le fameux doggy bag dans la restauration traditionnelle, dans la restauration, j'ai pas l'impression, en fréquentant quand même assez régulièrement les restaurants traditionnels, que ça soit quelque chose d'extrêmement utilisé. Donc pour le consommateur, quand il va dans un restaurant traditionnel, il finit son assiette, et pourquoi le consommateur, quand il vient chez nous, il en laisse la moitié dans son assiette. Voilà. Et ça, c'est des questions qui interpellent. Et moi, je suis tout à fait d'accord d'aborder les choses dans ce sens-là, parce que le gaspillage alimentaire, il n'est pas plus acceptable chez soi ou dans un restaurant traditionnel que dans la restauration collective. Si je peux me permettre, Sylvestre, dans la restauration commerciale, le doggy bag, on n'y arrive pas. Les consommateurs n'en veulent pas. Et vous savez pourquoi ils n'en veulent pas? C'est que chez les anglo-saxons, le doggy bag, c'est un acte anti-gaspillage. Ils ne veulent pas qu'on jette, donc tu me mets ça dans mon sac et puis je ramène ça à la maison ou au bureau. En France, on a interrogé les consommateurs. Vous savez ce qu'ils nous répondent? Je ne vais quand même pas emmener mes restes. Donc, vous voyez qu'on ne s'est pas encore déclenché dans notre tête sur l'anti-gaspi. Donc, mais ça va venir. Merci. Je vais passer la parole à Cédric. Oui, alors, tout d'abord, tout à l'heure, Laurent, vous avez dit le repas à 1 euro. Mais moi, j'ai parlé de tarification d'un reste à charge à 1 euro. C'est ça, surtout. C'est-à-dire qu'on est sur une tarification sociale que mettent de manière volontaire les collectivités. Et pour celles qui sont éligibles, il y a la possibilité de compenser de manière à avoir un reste à charge à 1 euro. Donc, en fait, c'est cette compensation. Et ça ne signifie pas, on le sait bien, que le coût matière de ces repas est à 1 euro. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de reste à charge, parce que sinon, il y a une confusion. Et vous savez qu'au ministère de l'Agriculture, on est attaché à redonner de la valeur à l'alimentation. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je devais
revenir dessus. Alors du coup, ça me donne l'occasion de revenir sur l'intervention des uns et des autres. Donc ça a été très bien dit par Virginie Lanlot. Chaque collectivité a sa stratégie et les collectivités, de ce point de vue-là, ont des ressources qui sont différentes, ont également un environnement en termes de bassin de production de proximité qui peut être différent. Et de ce point de vue-là, on voit des collectivités qui ont développé des relations de proximité très fortes avec des fournisseurs. Parfois, ça leur donne plus de résilience, notamment pour affronter ces hausses de prix. Alors, j'entends le message de Madame Lanlot sur, je dirais, la question des périmètres d'éligibilité qui sont hétérogènes en fonction des aides proposées par les pouvoirs publics. Oui, c'est vrai. Ensuite, nous, ministère de l'Agriculture, on travaille, je dirais, en cheville ouvrière avec l'ensemble des autres ministères, parce que la restauration collective, on le sait tous ici, c'est un sujet au croisement de beaucoup d'enjeux, de beaucoup de compétences, et au sein de l'État, c'est interministériel. Et nous, au ministère de l'Agriculture, on essaie de coordonner les positions des uns et des autres. Alors, la tarification sociale à 1 euro, le reste à charge, c'est du côté des ministères sociaux. Le décret dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la Direction générale des collectivités locales. Et donc, nous, à chaque fois, on essaie de pousser avec derrière ce que Éric Jutin a souligné. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, on a le Conseil national de la restauration collective et pour le coup, on joue collectif avec l'ensemble des acteurs pour dialoguer, pour faire remonter les sujets. Et je trouve que même si, et j'entends bien les remarques des uns et des autres sur le fait que la théorie de l'imprévision, c'est très chronophage, ça peut être kafkaïen à gérer, il n'en reste pas moins que faire bouger le code de la commande publique en l'espace de 6 mois pour avoir une interprétation moins rigide, avec un avis du Conseil, enfin, il faut replacer d'où on part. Et c'est pour ça que nous, on continue d'accompagner pour aller vers quelque chose de plus pédagogique et de plus à portée pratique pour les acheteurs. Mais c'est pas si simple de faire bouger ces grands principes, notamment l'intangibilité des prix. Et puis, un dernier point sur lequel je voulais revenir. Donc, à un moment, on a parlé de huile de tournesol, l'huile d'olive. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? C'est pas parce que c'est anecdotique, c'est parce qu'en fait, il faut replacer les choses dans des contextes de marché qui s'interpénètrent et où il y a des prix directeurs. Et donc, en fait, sur une commodité agricole comme l'huile de tournesol qui, au niveau international, et donne un prix directeur sur la plupart des huiles végétales, et bien derrière, ça a un effet de répercussion. Donc, en fait, on se retrouve avec ces effets de répercussion. Et donc, on le voit bien, de manière générale, même sur l'indice INSEE à la consommation, on est maintenant à plus de 7% sur un glissement annuel et avec des pics sur différentes filières. C'est pour cela qu'on a travaillé sur la mise en place d'un référentiel. Et puis, c'est pour cela qu'il y a cette nécessité de justifier les augmentations auprès des acheteurs. Alors, les justifications, ça a été évoqué dans le chat, dans les questions. En fait, en fonction de type de renégociation que l'on a entre l'adjudicateur et le fournisseur, en fait, le niveau d'exigence de la justification va augmenter. Et le Conseil d'État, en fait, il met en avant 3 marches. Il y a ce que le Conseil d'État appelle la modification sèche, qui, elle, se fait sans trop de formalisme et sur des bases de prix objectives et très simples. Il y a les conditions imprévisibles, où là, ça demande à aller vers un formalisme beaucoup plus lourd. Et puis enfin, il y a la théorie de l'imprévision, où là, c'est une compensation, une indemnité qui doit être calculée. Et là, effectivement, ça demande des justificatifs plus denses. Donc voilà pour revenir un petit peu sur différentes interventions. Merci Cédric. Virginie, oui, vous avez la parole. Oui, je voulais
Je voulais revenir, parce que je vois qu'on arrive bientôt au bout de cet échange, mais Sylvestre disait au restaurant, on finit son assiette et dans nos cantines, on ne finit pas. Là, déjà, la différence, c'est qu'au restaurant, on va choisir son plat. Donc, a priori, on va le finir, on l'a choisi. Dans nos restaurants scolaires, notamment dans les cantines, les enfants ne choisissent pas. Et je reviens parce que j'ai vu pas mal de messages passer sur le gaspillage alimentaire. C'est toute la question de l'éducation à l'alimentation. On le voit bien qu'à aujourd'hui, moi, quand je me fais alpaguer par les parents qui sont en commission de restauration, mais qui sont ceux qui sont le plus investis sur le sujet, je serais bien une petite souris pour aller voir ce qu'il y a dans le frigidaire des familles, alors qu'on essaye de proposer justement une éducation au goût, aux produits, et même sur des produits aussi simples que de la tomate ou de la carotte, si on change un peu l'assaisonnement et dès qu'il y a un petit morceau vert, surtout on ne goûte pas. Donc, c'est tout le sujet aussi pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est l'éducation à l'alimentation. Et ça, au-delà des problématiques de coût, c'est un enjeu majeur pour les enfants qu'on accueille sur nos restaurants scolaires. D'accord avec vous, Virginie. L'éducation alimentaire, c'est un thème qui revient tout le temps, mais depuis 1974, quand ça a été lancé par Jacques Puiset, eh bien, on a fait un peu une étude là-dessus, ça n'a pas vraiment bougé, en particulier auprès de l'éducation nationale. Donc, c'est un sujet important, c'est peut-être un sujet que pourrait s'emparer la restauration collective pour valoriser son rôle, mais bon, on n'y est pas encore, c'est bien dommage. C'est pas vrai. Excusez-moi, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec vous. La restauration collective, quand on le met dans le marché, qu'on travaille en amont, ils s'investissent sur l'éducation au goût en apportant des animations, des choses un petit peu novatrices. Et je tiens quand même à le dire. Je voudrais vraiment, de ce point de vue-là, et les équipes d'animation sur les temps du midi aussi. Mais ça dépend vraiment des collectivités. Et je trouve que c'est dommage qu'il y avait une interlocutrice au précédent ministère de l'Éducation nationale et elle est partie avec le nouveau ministre. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Laurent, je vous renvoie à l'avis 90 du Conseil national de l'alimentation qui est sorti dernièrement et qui sur les nouveaux comportements alimentaires. Quel rapport à l'alimentation doit-on avoir dans les années à venir? Et il y a bien tout un chapitre qui concerne la nécessité absolue de l'éducation à l'alimentation au sein des établissements scolaires. Et on attend effectivement, là je suis bien d'accord avec toi, on attend depuis des années que l'éducation nationale s'empare réellement à bras-le-corps de cette problématique-là. Et ça solutionnerait un bon nombre de problèmes que l'on a aujourd'hui dans les restaurants scolaires. Merci. J'ai quand même une question, en fait, deux questions. On va répondre à vos questions si on a vos contacts. Alors, je vois un spectateur anonyme qui pose quand même cette question qui me semble importante. De quels éléments un dossier doit-il être constitué pour réouvrir la négociation sur les prix? Éric, peut-être tu peux dire quelque chose en 30 secondes? Éric, oui. Oui, en fait, le départ, c'est qu'il y ait des charges en fait, du pouvoir adjudicateur. Et ensuite, c'est l'analyse des révisions tarifaires telles qu'elles s'opèrent dans le cadre du cahier des charges. Et l'avenant est là, en fait, pour essayer de réguler à nouveau les modalités d'application des nouvelles conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur et son entreprise en face vont travailler dans le cadre des révisions tarifaires. Et les pénalités sont-elles gelées sur l'ensemble du contrat et des critères? La réponse est non. Et là où c'est gelé, typiquement, par exemple, ce serait pour les achats pour compte. Par contre, tout ce qui est dédié aux sanctions et pénalités ne le sont pas. Alors, quand même, parmi les messages, je dois finir sur le rêve d'Emmanuel Solou, le directeur PDG de Restoria. J'ai fait un rêve, donc j'espère que tout le monde l'a lu. Il a fait un rêve, et donc on espère que ce doux rêve va se réaliser. Il faut le lire. Merci à Emmanuel. La prochaine fois, j'espère que vous serez en direct avec nous et que vous participerez au débat. Merci à vous tous. On était quand même plus de 250 à participer à ce débat, plus de 400 personnes inscrites. Tu lèves ta main, Éric, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour rappeler qu'on a le COPIL sur le lait, le programme du lait et fruits à l'école jeudi après-midi, et les forfaits nous seront communiqués, les nouveaux forfaits nous seront communiqués. Donc, c'est une très grande nouvelle, une très belle avancée que nous attendions depuis maintenant quelques mois.
Eh ben, très, très bien. Ben, merci pour cette information en direct et très fraîche, comme le lait et les fruits à l'école. Et donc, merci à vous tous. Alors, on se donne rendez-vous pour parler, comme l'a dit Bernard, d'un autre sujet, mais essentiel par rapport à la réalité de la restauration dans son ensemble, voire la restauration collective aussi, le 15 novembre pour parler de formation et recrutement. Donc, merci à tous, vraiment à tous nos invités. Et puis, écoutez, donc on se retrouve le 15 novembre et à très, très bientôt.